Je m'appelle Kébir Ami, je suis né au Maroc, à Taza, une petite ville dans l'est du Maroc, le nord-est du Maroc, en 1952, d'un père algérien et d'une mère marocaine. Cette petite ville était comme une espèce de tour de Babel, parce qu'il y avait beaucoup de communautés européennes, je dis bien européennes parce que beaucoup d'enfants avec moi, des copains, des copines, étaient de nationalité française, mais leurs parents étaient d'origine souvent maltaise, italienne, portugaise, espagnole. Ce qui fait que quand on allait chez eux, j'entendais leurs parents, leurs grands-parents parler dans les langues étrangères, mais puis moi aussi je parlais l'arabe et à la maison on parlait aussi le berbère, mais dans la rue on se retrouvait, ou à l'école en tout cas, parlait le français et l'arabe. Voilà, ça c'était une période très très importante pour moi parce elle a forgé un petit peu mon esprit, une espèce d'ouverture sur le monde déjà dans cette enfance. Ma mère ne savait pas lire, mon père était mort depuis très longtemps parce qu'il est mort à l'indépendance de l'Algérie. Enfin, bon. Sa mort a coïncidé avec l'indépendance. L'Algérie, c'est pas qu'il se battait pour la libération de son pays. Non, il était au Maroc, il était malade, il est décédé le jour de l'indépendance. J'avais deux grands frères. Il y en a un qui, l'aîné, continuait ses études parce qu'il faisait de longues études. Et le deuxième, il a repris l'atelier de notre père qui était tailleur, couturier. Donc c'est ce qui nous a permis de vivre. J'ai eu une enfance, une adolescence assez heureuse parce que vers l'âge de 14 ans, j'ai découvert tout à fait par hasard la lecture. Je suis tombé sur un livre, un roman, L'île au trésor de Stevenson, en traduction française bien sûr. Mais donc ma mère ne savait pas lire et je me dis toujours qui a bien pu poser ce livre-là à cet endroit. J'avais 14 ans et demi, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré comme c'était le seul livre, je l'ai lu et relu je ne sais combien de fois. Et j'ai pris goût à la lecture, mais simplement dans notre ville qui était une petite ville, elle a grandi maintenant, elle s'est développée, la population a plus que triplé. Hein. Et donc, il y avait une librairie et j'allais dans cette librairie au départ, parce qu'il faut acheter les livres, mais je n'avais pas d'argent pour acheter les livres. Et le libraire était quelqu'un d'extraordinaire. Je retourne dans ma ville natale et j'ai pu revoir ce libraire qui s'appelait Abdelrahman. Il était extrêmement généreux. Il voyait que je n'avais pas les moyens pour m'acheter les livres et que j'avais envie de lire. Il me les prêtait. Il me dit simplement, tu en prends soin. Il ne faut pas les écorner. Alors, je rentrais à la maison avec ces livres. Je les lisais en prenant vraiment grand soin. Et j'ai lu comme ça plein de choses. Alors, le français a été un petit peu le véhicule, la langue française a été un petit peu le véhicule de cet imaginaire qui s'est développé chez moi. Parce que la plupart des livres, des grands livres, quand ils n'étaient pas écrits en français, ils étaient traduits en français et pas en arabe. Ce qui fait que j'ai lu les grands auteurs, que ce soit Thomas Mann ou Faulkner, que je ne comprenais pas beaucoup à cette époque, parce qu'adolescent, on ne peut pas comprendre Faulkner. On peut plus comprendre, par exemple, Steinbeck et Hemingway. Mais tous ces gens, tous ces auteurs, je les ai lus. Dostoïevski, je les ai lus dans la traduction française. Ce qui fait qu'en plus de l'enseignement à l'école, qui était en français et en arabe, une grande proximité s'est développée avec le français, avec la langue française. Et du coup, ça me donnait envie, je savais que j'en étais incapable à cette époque-là, mais ça m'a donné envie d'écrire moi aussi des livres. Pour avoir, vous savez, quand c'est un jeune de 14, 15 ans, 16 ans, on pense qu'à une chose, c'est voir notre nom sur la couverture. Hein. Alors je regardais le livre de Stevenson, je voyais L'île au trésor, le titre. Mais à la place de Stevenson, je voyais Kébir Ami. Ça m'a fait rêver. Et je me suis dit, oh, j'aimerais bien avoir ça un jour. Et ça s'est fait, hein. Vous voyez, les choses finalement m'ont poussé dans cette voie, je ne sais pas comment, par extraordinaire, mais c'est vrai que je n'arrêtais pas de lire. C'était pour moi, comme j'étais pas, j'allais dire très sportif, j'étais pas sportif du tout. Mes copains jouaient au foot, j'ai jamais été joueur de foot, ils grimpaient aux arbres, je ne grimpais pas aux arbres, ils étaient téméraires, ils étaient vaillants. Moi j'étais plutôt contemplatif, j'étais pas très courageux. Toutes les années, comme ça, se sont succédées jusqu'au baccalauréat. Donc, vraiment des années de lecture, des années avec des copains, vraiment, même si je n'étais pas sportif comme la plupart de mes copains, on se retrouvait autour de beaucoup d'autres choses.
de discussion, et puis on s'ouvre à la vie, on s'ouvre à la politique, on s'ouvre à toutes les interrogations. Il y a eu quand même une rencontre importante dans ma vie, une rencontre essentielle, déterminante. C'était un professeur de français et son épouse qui sont venus comme coopérants techniques qui venaient au Maroc pour enseigner la littérature. Et ils m'ont aidé parce qu'il y a eu une époque où je me demandais ce que j'allais faire parce que bon, on n'avait pas vraiment les moyens pour que je puisse aller étudier à l'université, etc. Jean-Pierre et Paul Pagliano, pour ne pas les nommer, étaient professeurs et ils animaient un ciné-club et j'assistais à ce ciné-club. Ils se sont rendus compte que j'étais très motivé, que je parlais, je débattais, etc. Ça, c'est des choses que j'aimais faire, aller assister à leurs séances de cinéma. Et j'étais avec les adultes qui étaient là, et puis ils m'ont dit un jour, jeune homme, venez poursuivre la conversation chez nous avec d'autres amis, etc., des profs. Je suis allé, nous sommes devenus des amis, puis ils ont voulu en savoir un petit peu plus sur moi. Bref, ils m'ont aidé, ils m'ont poussé à passer le bac. J'ai passé le bac français, parce qu'ils ont trouvé que j'avais un assez bon niveau. Moi, j'en doutais fort, mais ils m'ont aidé même vraiment gracieusement, extraordinaire, hein. Et Jean-Pierre, je le vois encore. Son épouse est décédée depuis quelques années. Mais Jean-Pierre, je le vois encore. Il vit à Paris. Et nous sommes devenus de très grands amis, bien évidemment. Et voilà, ils m'ont poussé à passer le bac en candidat libre. Je ne savais pas faire une dissertation, hein, de manière française ou le commentaire composé. Ils m'ont aidé. Et puis, ça a été vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. J'avais quelque chose comme, je ne sais pas, 15, 16 ans, en gros. Et j'étais en train d'écrire mes petites nouvelles, des petits textes, des petits poèmes, que je montrais à mon professeur de français. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Pierre Pagliano. Et puis voilà qu'un beau jour arrive à Taza, deux écrivains français. L'un avait eu le Renaudot, l'autre c'était pas le Goncourt, je ne sais pas ce que c'était. Il y avait le Renaudot, c'est Roger Vrigny. Ils étaient en train de faire la tournée des centres culturels français au Maroc. Ils arrivent à Taza, il n'y avait pas de centre culturel, mais il y avait une maison de la culture et mes deux professeurs m'avaient dit « Viens, tu aimes la littérature, viens assister à cette rencontre avec ces deux écrivains ». Après la rencontre, mon prof s'approche des deux écrivains et leur dit « Puisque vous allez passer la nuit là, ce soir, demain matin avant de partir, vous pouvez passer chez nous à la maison pour prendre le petit déjeuner. Nous serions très heureux de vous rencontrer, puis ce sera l'occasion de rencontrer ce jeune écrivain. » Vous avez cette générosité de dire les choses comme ça. Et alors, je dis oui, bien sûr, avec grand plaisir. Du coup, moi, toute la nuit, je l'ai passé à mettre au propre une petite nouvelle. Ma pauvre mère se demandait ce que je faisais. Le lendemain matin, je me suis tenu en embuscade derrière un petit mur, là, en attendant que les deux écrivains arrivent chez mes professeurs. Ils sont arrivés assez tôt, et puis je leur ai emboîté le pas pour entrer. Bonjour, bonjour, avec ma petite nouvelle comme ça sous le bras, toute petite, hein. Et puis ils ont commencé à parler de choses et d'autres. Et puis à un moment donné, il y en a qui, je crois que c'était Roger Vrigny, qui dit ben, on va se pencher un petit peu sur l'œuvre de ce jeune écrivain. Alors je leur donne cette nouvelle. Ils la lisent tous les deux. Et ils ont eu l'extraordinaire générosité de dire jeune homme, vous êtes un écrivain. Ce n'était peut-être qu'une gentillesse, que de l'amabilité, que de la générosité, mais c'est ce que j'avais envie d'entendre. Et ça, je n'oublierai jamais la bonté de ces deux écrivains. Et ça m'a conforté, ça m'a aidé à faire, voilà, continuer sur ce chemin. Et là où j'allais, je continuais de croire qu'un jour ou l'autre, j'allais parvenir à achever quelque chose. J'ai eu mon bac, je suis arrivé en France, mais je suis passé simplement, très rapidement en France. Et je suis allé en Angleterre, j'ai travaillé un petit peu à la plonge l'été. Je pensais revenir et j'ai eu une opportunité pour aller aux États-Unis. Je suis allé un peu aux États-Unis, voilà. Alors j'avais un frère qui était déjà installé là-bas, qui faisait des études. Et je ne pensais pas le rejoindre, hein. Je pensais rester en Angleterre un petit peu et puis retourner en France, enfin m'installer en France pour faire des études. Et puis donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la langue anglaise, à la littérature anglaise, etc. Puis après retour, j'ai essayé de voir si je pouvais en Angleterre, mais c'est très très cher en Angleterre aussi, etc. Du coup, j'ai repris contact avec Jean-Pierre et Paul, qui étaient déjà à Paris, et qui m'ont aidé à me réinstaller, à m'installer en fait, à Paris. Et puis on a repris en revanche notre amitié, quoi, nos liens amicaux.
Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Et voilà, j'ai commencé à faire à la fois des études d'anglais, de littérature anglaise, de littérature tout court, de sociologie de la littérature, et puis voilà. Et puis après, j'ai passé le concours de l'enseignement, et puis j'ai connu mon épouse, qui allait devenir mon épouse, j'ai eu mes enfants. Voilà ce qui s'est passé, puis, mais l'écriture était toujours là, et la lecture. Hein. Je continuais de lire, je continuais d'écrire, et puis un beau jour, c'était en 85-86, en 1985, j'ai estimé qu'un livre était vraiment achevé. C'était un roman, Tagaste, qui reprenait un petit peu la vie de Saint-Augustin. Parce que quand Saint-Augustin revient dans son village natal, dans l'actuelle Algérie, qui était la Numidie à l'époque, et c'est un roman dans lequel, naturellement, où je respecte un petit peu la vie de Saint-Augustin, mais cette vie est traversée par des interrogations de notre temps d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des questions identitaires, des questions de philosophie, des questions de politique. Alors, quand la première fois j'ai envoyé d'abord mon livre Tagaste, a été publié par les éditions de l'Aube. Les éditions de l'Aube, mais avant ça, je l'avais envoyé à quelques éditeurs, 4 ou 5 éditeurs. Il avait été refusé. Et certains n'ont même pas pris la peine de me répondre. D'autres disent simplement, il ne rentre pas dans le cadre de nos publications, de nos éducations. Bon, mais quand on est obstiné, quand de toute manière vous êtes travaillé par ce désir d'écrire, vous ne pouvez pas faire autrement que écrire. Et parmi tous ces gens, toutes ces éditions, il y en avait une qui m'a envoyé une lettre négative, mais circonstanciée, qui m'expliquait un petit peu le comment, le pourquoi, assez longue. C'était les éditions du Seuil, que je remercie vraiment. Parce qu'ils reconnaissaient l'écriture d'un écrivain, ça m'a fait grand bien. Ça, j'étais heureux, même si la lettre était négative, j'étais très heureux de lire ça. Et donc, du coup, j'avais vraiment pas besoin, comme le disent, parce que de toute façon, je vous dis, c'était chevillé à mon âme et à ma plume, à mon stylo. Hein. J'aurais continué à écrire, même si je n'avais jamais publié, parce que de toute manière, c'est ce que je dis aujourd'hui, hein, aux jeunes et aux moins jeunes. Si vous êtes écrivain, vous allez écrire, même si vous n'êtes pas publié. De toute façon, vous allez continuer, vous allez vous obstiner. Et j'ai continué, puis voilà, quand j'ai envoyé le texte à Gallimard, Le Partage du Monde, qui en fait est le deuxième roman, l'Aube a réagi, mais je leur ai dit, je viens de signer avec Gallimard. Parce que Gallimard a reçu, il a accepté sur le coup, sûrement. Et ils m'ont dit, ah, vous avez... J'ai dit, mais ceci étant, je peux vous montrer un autre texte, un roman, qui était dans mon tiroir. Heureusement que je ne l'ai pas jeté. J'avais gardé Tagaste sur Saint-Augustin dans le tiroir. Je l'ai sorti, ils l'ont publié, j'étais heureux comme tout. Voilà comment les choses se sont faites. Pendant un temps, c'était chez les 2 éditeurs que je publiais. Depuis, donc, j'ai publié plusieurs livres, hein, une vingtaine de livres maintenant, essentiellement des romans, mais également des essais. 2 pièces de théâtre et puis recueil de poèmes. Je me suis mis à la poésie aussi ces dernières années. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça. Et puis depuis, je n'ai plus arrêté d'écrire et de publier. Puis, mais je continue à avoir encore beaucoup de doutes quand j'écris. C'est pas parce qu'on écrit depuis 25 ou 30 ans et qu'on publie qu'on se croit installé quelque part en revenant. Et je suis vraiment travaillé en permanence par le doute. Et quelquefois, je me dis que c'est une bonne chose finalement, parce qu'il ne faut jamais considérer que les choses sont acquises. Alors, mon dernier roman, c'est donc Le Coiffeur aux mains rouges. C'est une histoire assez violente, où les gens se parlent, où les gens sont bien, les gens se font des cadeaux, les gens, voilà. Mais il y a 2 assassinats absolument effroyables qui ont été commis, un en Algérie et un en France. 40 ou 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Je veux dire, c'est complètement absurde. Dans un milieu où on ne va pas se douter du tout de ce qui se produit, parce que les gens se reçoivent, les gens sont sympathiques, les gens sont souriants, mais en fait, on va se rendre compte qu'il y a que le face-à-face qui est mené, c'est le face-à-face entre un descendant d'un bourreau et un descendant d'une victime, et qui essaye de perpétuer encore cette violence, cette tragédie.
Alors, cette histoire, le déclencheur, ça a été le fait de voir pendant des années, depuis des années, parce que je vis quand même depuis très longtemps en France, et de voir que ce n'est toujours pas soldé, cette histoire entre Algérie et France. Et ça, vraiment, ça me dérange profondément. Ça me dérange du côté français, ça me dérange du côté algérien. Et je me disais qu'il n'y avait rien de mieux que de les mettre finalement face à face, et aujourd'hui, pas au moment de la guerre, mais aujourd'hui. Et ils vivent l'un et l'autre par procuration. Il y en a un qui est le bourreau par procuration et l'autre la victime par procuration. Et chacun croit qu'il détient la vérité. Mais voilà, il fallait arriver dans cette situation impossible et essayer de la résoudre. Et je crois m'être donné les moyens de le faire en descendant en plongeant dans l'âme de chacun de protagonistes. Voilà, je me rends compte maintenant avec le temps finalement que quelque part en moi, il y avait ce n'est pas simplement un désir, mais une nécessité, un besoin d'être écrivain parce que le monde me semble être fait pour être raconté. Le monde me semble être fait pour être disséqué par un écrivain, pour qu'il lui donne sa vraie forme. Le réel est en désordre, le monde est en désordre. Toujours, pas simplement parce qu'il y a des guerres, non. Mais le réel n'existe pas, diraient les philosophes, et ils auraient raison. Mais moi aussi, en tant qu'homme, pas forcément poète, mais je vois le réel comme une espèce de chaos. Et l'esthétique nous permet de donner du sens aux choses. L'art, contrairement à ce que d'autres pensent, l'art, cette folie qu'il y a dans l'art, permet de donner une forme juste au monde, une forme acceptable, de pouvoir échanger avec les autres au sujet du monde. L'écriture vraiment est pour moi essentielle. Sans elle, le monde ne peut pas être. Je ne sais plus qui avait dit, je crois que c'était Compagnon ou Milan Kundera, je ne sais pas chez lequel des deux auteurs. Je laisse ceux qui vont écouter cela de trouver la source véritable pour dire que la littérature, donc l'écriture en règle générale, est une quête de vérité. C'est-à-dire que cette quête des vérités n'est pas simplement l'apanage de la science ou de la technique, mais l'art et la littérature ont cette capacité de découvrir un petit bout de vérité. C'est pour ça que c'est essentiel. Et ça nous permet de connaître les autres surtout, parce que finalement, que fait un écrivain? Un écrivain veut donner du sens. Ce n'est même pas au monde qu'il veut donner du sens. Il est humble et modeste, il veut, par nécessité, par choix de vie, il veut donner du sens à ce qu'il est, il veut savoir qui il est. Et c'est en allant à la rencontre des autres qu'il finit par se voir. C'est comme si il était un miroir face aux autres.